Merci. Je ne sais pas qui a lancé ça, mais merci, ça fait du bien. Et puis en plus là, du coup, c'est bon, j'ai les lumières en pleine figure, donc je ne sais pas s'il y a du monde ou pas. C'est hyper satisfaisant pour moi. Alors, je vais attendre que le diapo se projette sur l'écran. Et voilà. Eh ben, merci à toutes, merci à tous. Bienvenue. Je m'appelle Jean Krug, je suis glaciologue de formation. J'ai étudié les glaciers, et particulièrement les glaciers qui sont en Antarctique, au Groenland, ce qu'on les appelle des glaciers émissaires. Et ces glaciers sont très intéressants parce que il faut voir ça comme des gigantesques fleuves de glace qui acheminent la glace en Antarctique et au Groenland, depuis l'intérieur de ces continents jusqu'au niveau des côtes, où cette glace s'évacue ensuite par fonte avec l'océan, par décharge d'iceberg. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée, c'est que ces calottes polaires et ces glaciers sont super intéressants parce que globalement, la contribution des calottes polaires à l'augmentation du niveau de la mer est d'environ 30%. Donc 30% de cette augmentation du niveau de la mer provient des calottes polaires. Et du coup, ces glaciers sont en quelque sorte des régulateurs de l'augmentation du niveau de la mer, et donc des outils climatiques essentiels à étudier. Alors ça, c'était pour mon parcours, pour ma thèse. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance d'aller en Antarctique, d'aller au Groenland, de découvrir tous ces coins-là, et notamment de découvrir l'histoire humaine, l'histoire de l'exploration qui allait de pair avec ces continents. Et comme je suis romancier, j'ai pu proposer à la direction littéraire, au comité littéraire des Utopiales, une petite présentation sur le thème de l'Antarctique, de la science, de la fiction, de la littérature. Et donc on est ici pour un peu moins d'une heure pour discuter de tous ces sujets-là. Alors, on va commencer directement. L'Antarctique, donc vous le voyez sur l'image derrière moi, ça c'est tel qu'on le connaît actuellement. Alors la photo elle date de 2005, c'est une photo de la NASA. On va dire qu'en 20 ans, ça n'a pas trop changé par rapport aux derniers millions d'années. Alors, cette Antarctique, c'est vraiment un continent. On est dans le prolongement de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Australie. Et en fait, vous voyez cette énorme masse blanche au centre. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'inland sea en termes scientifiques. C'est vraiment la calotte de glace. Et donc, c'est une accumulation de précipitations de neige qui s'est épaissie pendant des millions d'années, à peu près 30 millions d'années, et qui mesure désormais entre 3 et 4 km d'épaisseur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est phénoménal. Et cette couche de glace, elle confère à ce continent des propriétés exceptionnelles. L'Antarctique, c'est un continent qui est gigantesque, qui fait 23 fois la surface de la France, 14 millions de kilomètres carrés. C'est le continent le plus froid, évidemment. On a mesuré jusqu'à moins 90 degrés au centre de l'Antarctique, en hiver, évidemment. C'est le continent le plus haut en altitude moyenne, plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis, c'est le continent le plus sec, même si on ne le sait pas trop. C'est un désert au sens météorologique du terme. Et autour de ce continent, vous voyez une petite nappe grisâtre. Ça, c'est plus de la glace issue des précipitations neigeuses, c'est de la banquise. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui en ont déjà entendu parler et qui savent même ce que c'est. Cette banquise, elle va mesurer uniquement 1, 2, 3 mètres, 4 mètres d'épaisseur pour les banquises les plus anciennes. Et cette banquise, elle se forme pendant l'hiver, c'est l'eau de mer qui va geler, et elle dégèle tout ou partie pendant l'été. Ça, globalement, voilà l'Antarctique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'Antarctique, on aura l'occasion. Mais au tout début, il y a plusieurs siècles de ça, voilà la carte qu'on avait de l'Antarctique. Donc, globalement, on n'avait absolument rien. On connaissait, il y avait déjà eu quelques grands voyages d'exploration, Magellan, Drake, notamment en Amérique du Sud, mais de l'Antarctique, on n'avait pas grand-chose, hormis cette espèce de ligne verte. Alors, on se doutait qu'il y avait un continent, alors pour une raison un peu farfelue, simplement parce que il y avait tellement de masse de terre dans l'hémisphère nord qu'il fallait bien une masse de terre dans l'hémisphère sud pour contrebalancer le poids. Bon, ils avaient raison, mais pas pour les bonnes raisons. Bon, quoi qu'il en soit, donc il a fallu attendre quand même plusieurs décennies avant que les explorateurs parviennent à s'approcher suffisamment. Et James Cook, j'ai mentionné sa date parce que c'est le premier grand voyage de circumnavigation, donc de voyage autour du monde, et de voyage circumpolaire parce qu'il a fait le tour de l'Antarctique sans trop le savoir. Et James Cook, il s'est retrouvé lui aussi bloqué par cette barrière verte qui était en fait de la banquise. Et lui, il a quand même déclaré
qu'en gros, je vous le résume, hein, le risque associé avec la navigation dans ces endroits-là et dans ces terres inexplorées est tel qu'il est probable que personne n'ira jamais plus au sud que lui-même n'a été. Et que si des terres australes existent, elles seront probablement jamais découvertes. Alors, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques commandants de bateau. Je pense qu'il faut avoir un certain orgueil, une certaine arrogance pour être commandant de bateau, parce que c'est comme ça que ça marche. Là, c'était quand même fallait l'oser. Quoi qu'il en soit, le futur lui a donné tort, parce que les voyages ont continué. Et les voyages se sont améliorés avec des navires plus puissants, avec des expéditions plus longues, avec des équipages formés. Et petit à petit, on a découvert pas mal de choses. Mais finalement, c'est en 1820, 1819, 1820 que les navigateurs ont réellement atteint l'Antarctique. Et ils n'ont pas vraiment atteint l'Antarctique, ils ont atteint ce qu'on appelle les îles Shetland du Sud. Donc c'est le petit chapelet d'îles là que vous voyez sur la carte, qui est vraiment au bout de la péninsule, dans le prolongement de l'Amérique du Sud. C'est pas vraiment l'Antarctique, mais en fait géologiquement ça l'est quand même. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la porte d'entrée de l'Antarctique. Quand on arrive en Antarctique, on vient par là, et c'est la photo que vous avez en dessous. Ces navigateurs, donc là en l'occurrence c'était Palmer, c'était Smith, c'était pas des navigateurs qui venaient là pour l'exploration scientifique, c'était clairement de la marine marchande qui s'étaient retrouvés déportés par les tempêtes au large du Cap Horn et qui ont cherché plus au sud et qui ont fini par atteindre ces coins-là. Ça les intéressait parce qu'il y avait énormément de baleines, il y avait énormément de phoques dans ces coins-là. Et du coup, ça a servi de base avancée pour toutes les industries baleinières et phoquières de cette période-là. Les Shetland du Sud, c'est rude. On le voit sur la photo, ça c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années, en plein été. Voilà, sur les coups de midi, 14h. Voilà. Évidemment, en fait, on est sur un territoire qui est vraiment frappé par les vagues, qui est frappé par la houle, la tempête, le mauvais temps. C'est austère, c'est des récifs similaires à cette photo, quoi. C'est hyper acéré, c'est rude, mais il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de manchots, il y a beaucoup de phoques, il y a beaucoup de baleines. Et finalement, ça a lancé un petit peu cette ère de l'exploration et de la découverte de l'Antarctique. À partir de là, on commence à entendre parler des premiers récits et des premières œuvres littéraires au sujet de l'Antarctique. Alors, je vais en parler, des œuvres littéraires dans cette présentation. Simplement, soyez indulgents, je n'ai pas du tout une connaissance exhaustive de tout ce qui a été écrit en matière d'Antarctique et en matière de littérature. Néanmoins, il y a quelques récits qui demeurent, qui sont très importants. Et là, les premiers qui apparaissent, c'est les aventures d'Arthur Gordon Pym. Donc, il y a un récit d'Edgar Allan Poe, suivi ensuite par le Sphinx de glace. Alors, je dis suivi. Les aventures d'Arthur Gordon Pym, c'est 1838, le Sphinx de glace, c'est 1896. Mais ça raconte des histoires qui se situent l'une après l'autre, un peu à la même époque, 1827-1839. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, on est vraiment dans les récits classiques du jeune homme valeureux qui va aller se promener sur un bateau, qui va faire de la chasse à la baleine, il va y avoir des mutineries, des naufrages et tout le tralala. C'est Moby Dick, on est dans cette ambiance-là. Et le récit, à l'époque, a reçu un accueil assez mitigé, assez froid, c'est le cas de le dire. Notamment parce que c'était pas clair, il y avait trop d'incertitudes, d'imprécisions dans l'histoire, trop de mystères, ça s'est pas trop passé. Et Jules Verne, derrière, lui, il a écrit Le Sphinx des glaces. Et ce récit a vraiment très très bien marché, à l'inverse. Et pourtant, il reprend la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym. Et si je m'arrête sur Jules Verne, c'est parce que, vous voyez la date associée au récit, 1839. En 1839, c'est assez intéressant, parce qu'à cette époque-là, il y a deux expéditions internationales pas des expéditions internationales, une expédition américaine et une expédition française qui sont en route pour le pôle Sud. Ces deux expéditions sont à Hobart et à Sydney, en Tasmanie, prêtes à s'en aller vers le sud. L'expédition américaine, c'est l'expédition de Wilkes, Charles Wilkes. C'est une expédition lourde. Le gars est parti, c'est une expédition américaine, le gars est parti avec 5 navires, des gros navires de guerre. Il a aussi le soutien d'un navire, ce qu'on appelle un navire ravitaillement, donc une gabarre un peu plus petite. Il a eu des pertes au Cap Horn, mais le voilà prêt ici, depuis Sydney, à partir pour l'Antarctique. À côté de ça, on a l'expédition française de Jules Dumont d'Urville. Alors, ce n'est pas le même genre d'expédition. Jules Dumont d'Urville est parti en 1837 de Toulon pour un voyage autour du monde, mais aussi en Océanie. D'ailleurs, c'est le titre de son récit, Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie. Et là, il termine sa navigation. Il est parti avec 2 navires,
qui sont sur la droite de cette image, l'Astrolabe et la Zélée. Ce n'est pas les mêmes genres de navires. L'Astrolabe et la Zélée, c'est des navires écuries. Donc en fait, c'est des gabarres qui ont été créés pour, à la base, transporter des chevaux entre Toulon et Alger. Voilà. Mais Dumont d'Urville, ce n'est pas un petit nouveau dans le voyage et le voyage polaire. Il a déjà fait des tentatives, il a déjà fait des expéditions et il a confiance dans ces navires-là. Et du coup, la stratégie va être complètement différente. Wilkes va éparpiller ses 5 navires à la recherche du continent austral pour couvrir le plus d'espace possible. Dumont d'Urville, lui, il va conserver ces 2 navires groupés, comme ils l'ont fait depuis son départ de Toulon 3 ans plus tôt. Alors, la suite de l'histoire, ce petit moment de la découverte de l'Antarctique de ce côté-là est assez savoureuse, donc je vais vous la raconter. Mais pour vous montrer, vous donner un petit peu de contexte, vous voyez cette carte, elle date de 1847, elle est un peu postérieure à notre histoire, mais elle illustre que finalement on n'a pas grand-chose de connaissance de l'Antarctique. En haut à gauche, là vous avez la Terre de Feu, vous voyez ces îles Shetland du Sud qui viennent d'être découvertes, un tout petit peu de terre qui va avec, et puis au sud, voilà, alors on n'a pas encore tout ça en 1840, mais on a déjà quelques informations. Et plus précisément, c'est dans ce coin-là que vont partir Dumont d'Urville et Wilkes. Le 19 janvier 1840, au matin, un des marins de l'expédition Wilkes prend sa lunette, regarde et a l'impression de voir des terres. Il en informe son commandant. Le commandant dit « Non, mais ça c'est rien, on continue ». Le même jour, dans l'après-midi, à plusieurs centaines de kilomètres de là, un des marins de Dumont d'Urville pointe sa lunette, voit des terres, il en parle à son commandant, et Dumont d'Urville dit « Ah oui, c'est effectivement la Terre ». Il s'approche et 2 jours après, le 21 janvier, Dumont d'Urville débarque avec des hommes de l'Astrolabe et de la Zélée sur une petite pointe rocheuse qui s'appelle la pointe Géologie, à quelques encablures des gigantesques glaciers d'une terre qu'il appellera la Terre Adélie, en hommage à sa femme Adèle Dumont d'Urville. Voilà, bon, pour la petite histoire. Et il prend possession de cette terre pour la France, ça on aura l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de débats après, il y a eu des procès, il y a eu des doutes sur la paternité, de la reconnaissance de l'Antarctique. Ce que disent les historiens maintenant, c'est que globalement, Wilkes l'a vu en premier, mais c'est bien Dumont d'Urville qui a débarqué avec ses hommes et qui en a rapporté tout un tas d'échantillons encore étudiés aujourd'hui. Et si je vous ai parlé de Jules Verne juste avant, vous avez vu, c'est la même époque, 1839-1840. Et dans le récit de Jules Verne, on trouve un moment cette phrase, donc je vais vous la lire. À ce moment, le matelot Stern, qui était en observation sur les barres, crut apercevoir un grand 3-mâts dont le phare de voilure se dessinait vers le nord-est. À notre vif regret, ce bâtiment disparut avant qu'il eût été possible de reconnaître sa nationalité. Peut-être était-ce un des navires de l'expédition Wilkes. Donc je vous rappelle, on est là en 1839, à quelques semaines du moment où Wilkes va lui aussi découvrir l'Antarctique. Et quand on se fade la correspondance de voyage de Jules Dumont d'Urville, alors je dis quand on se fade parce qu'il y a 23 tomes d'environ 400 pages chacun, et à la page 172, c'est ça, oui, du tome 8, on trouve cette phrase. La vigie signala un navire courant vers nous, vent arrière. En un instant, tout le monde fut sur le pont. Chacun, en effet, était bien aise de s'assurer de l'exactitude d'une nouvelle si inattendue dans les parages où nous nous trouvions. C'était un brick américain, un bâtiment de guerre placé sous les ordres du capitaine Wilkes. Je donnai l'ordre d'amurer la grand-voile afin, et là j'ai un bout qui est gommé, donc, afin que l'Astrolabe puisse se maintenir plus longtemps à ses côtés. Aussitôt, le brick laissa porter dans le sud et s'éloigna rapidement. Et du coup, j'ai trouvé ça assez drôle en découvrant ces 2 récits, qu'on ait finalement exactement le même morceau d'histoire dans 2 récits différents, évidemment, et puis surtout éloignés dans le temps, parce que, je rappelle, Jules Verne l'a publié en 1896. Mais en fait, quand on lit le roman de Jules Verne, Le Sphinx des glaces, il y a une myriade de notes, et on découvre que Jules Verne était très très informé sur l'expédition Dumont d'Urville, sur l'expédition Wilkes. Il était vraiment informé sur les activités de ses contemporains, en tout cas de cette époque-là. Notamment, il donne les noms des ingénieurs de Vincent Don du Moulin, de Coupe-Vent-des-Bois, donc les hydrographes de l'expédition Dumont d'Urville. Il donne les latitudes et longitudes des endroits où ils ont découvert le pôle sud magnétique. Voilà, il y a vraiment des informations très précises là-dedans, et il est tout à fait probable, finalement, pour cette petite anecdote, que l'un se soit inspiré de l'autre. Alors, on continue un petit peu. On était en 1840, on passe en 1845. Ce récit, vous en avez probablement entendu parler. Terreur de Dan Simmons. Alors, Terreur, ça raconte une autre expédition, l'expédition de 2 navires, l'Erebus et le Terror, en Arctique en 1845. Alors, pourquoi je parle de l'Arctique tout d'un coup En fait, on va revenir un tout petit peu en arrière.
en 1840, quand Dumont d'Urville et Wilkes sont en Australie, il y a une autre expédition qui se monte par l'amirauté britannique, qui est l'expédition de James Ross à bord de l'Erebus et le Terror. L'amirauté réquisitionne ces deux navires qui sont en très très bon état, eux. Ils ont été équipés avec une machinerie, c'est la première fois que ça arrive, donc on a récupéré des moteurs de locomotives, de vieilles locomotives britanniques qu'on a mis dans les navires avec un arbre à hélice, un système de propulsion, et donc on a vraiment des navires tout neufs, prêts à partir dans l'hémisphère sud. Alors James Ross, lui, il va effectivement partir, il va se rendre, lui, à l'inverse, en péninsule antarctique. Il va y découvrir tout un tas de choses, il va renforcer les connaissances qu'on a de cette région. Notamment, vous voyez sur ces cartes, on voit le golfe de l'Erebus. Donc ce golfe de l'Erebus, c'est bien preuve que Ross est passé par là et a découvert ces coins-là. Mais Ross va finir son expédition, et puis ces navires, on ne va plus trop en parler pendant quelques années, jusqu'en 1845, donc, où l'amirauté réquisitionne ces navires et nomme à la tête de cette expédition arctique un marin qui s'appelle John Franklin. Tout le monde en a entendu parler aussi de John Franklin. Voilà, je vais vous dire pourquoi il est très célèbre. Mais John Franklin, à l'époque de Dumont d'Urville et de Wilkes, il était gouverneur de Hobart en Tasmanie, et c'est lui qui a accueilli les navires de Dumont d'Urville, qui arrivent à ce moment-là avec un équipage décimé par la dysenterie, avec des mâts abîmés. Voilà, il a vraiment fait énormément pour aider l'expédition française, et le voilà qui part 5 ans plus tard à bord de l'Erebus et du Terror, à la recherche du passage du Nord-Ouest. C'est ce récit que raconte Dan Simmons, même si lui, il y rajoute les petits piments de Dan Simmons, quoi. Quoi qu'il en soit, John Franklin, il a un plan pour 2 ans, on va dire. Il prévoit de rejoindre l'Atlantique Nord au Pacifique en passant par le détroit de Bering en 2 ans. Il prévoit 3 ans de vivre quand même au cas où, on ne sait jamais. Et en fait, ça va lui être utile, mais ça ne suffira pas. Parce que là c'est un spoil, mais en même temps c'était en 1845, l'expédition va complètement planter, tout le monde va mourir, les navires vont disparaître tout bonnement, au niveau d'une petite île qui s'appelle l'île du roi William. Alors pendant longtemps, on ne sait même pas où il disparaît, mais il faut bien découvrir que l'ambiance, c'est ça. Dans le Grand Nord, c'est une photo qui date de l'été dernier, on est en milieu de journée, encore une fois, vous voyez un peu le style. Les deux navires, l'Erebus et le Terror, vont devoir hiverner, forcer, dans ce coin-là, dans cette baie-là précisément. Encore un autre truc que je ne montre pas sur la photo, c'est que 3 mètres derrière, il y a 4 tombes des 4 premiers marins de l'expédition qui sont morts à ce moment-là. Et cette expédition, elle est tellement folle que je ne vais pas en dire davantage. Vous pourrez voir la série si vous voulez, inspirée de terreur. Sachez juste que les 2 navires, l'Erebus et le Terror, ont été retrouvés en 2014 et en 2017. Il y a eu tout un tas d'expéditions lancées à leur recherche, personne ne les a trouvés. Et pendant tout ce temps-là, les Inuits, eux, savaient précisément où se trouvaient ces navires, dans une baie qu'ils appelaient eux-mêmes la baie des mâts, parce qu'il y avait des mâts qui sortaient de l'eau par moment. Et l'orgueil de nos civilisations occidentales fait qu'on n'est jamais allé les consulter. Donc voilà, c'est bien fait pour nous. Et ce qui fait que il y a quelques années, on a découvert ça, et c'est dans des zones qui sont très difficiles d'accès encore maintenant, ce qui fait que l'étude de ces épaves n'a pas encore été réalisée correctement. Donc un grand projet, si vous avez des projets d'exploration dans le Nord, voilà, vous savez où aller pour découvrir encore des choses. Alors là, je saute un peu dans le temps. 1895, j'avance. Il se passe une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Il n'y a pas énormément de voyages pendant cette période-là, pas beaucoup de voyages dans le sud. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas non plus des voyages notables. Et là, il se passe le 6e congrès de géographie de Londres. Et dans le cadre de ce congrès, on décide de recommander à toutes les sociétés scientifiques du monde entier de faire tout leur possible pour que l'exploration de l'Antarctique ait lieu avant la fin du siècle. Alors, on est en 1895, évidemment c'est illusoire d'espérer faire l'exploration de l'Antarctique en seulement 5 ans, mais l'idée c'est de déclencher derrière une appétence des sociétés savantes, des nations pour aller découvrir l'Antarctique. Et c'est effectivement ce qui va se faire. Il y a tout un tas de pays qui vont se lancer dans cette découverte, et c'est ce qu'on appelle vraiment l'âge héroïque de l'exploration antarctique. Et c'est là-dessus que je vais marquer une nouvelle pause pour vous parler d'une expédition en particulier. Alors, on a tous entendu parler de Scott Amundsen, Shackleton, voilà, qui ont vraiment été des héros de l'expédition polaire, mais il y a aussi une autre expédition qui est un peu plus méconnue, dont je voulais vous parler, et pas uniquement parce que mon nom apparaît sur cette diapositive. C'est une expédition suédoise qui date de 1901. C'est l'expédition du géologue Otto Nordenskjöld.
c'est pas facile à prononcer, mais qui s'appelle 22 mois dans les glaces. Alors 22 mois dans les glaces, c'est le titre du journal publié par Otto Nordenskjöld en 1914. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, Nordenskjöld a une trentaine d'années. Il a été débouté par l'Académie royale des sciences de Suède, débouté par les sociétés savantes. On le juge trop jeune pour pouvoir aller en Antarctique, et pourtant il a un projet scientifique solide. Il prévoit de faire un hivernage, faire tout un tas d'études, et du coup, il va se tourner vers des baleiniers. Il va claquer toutes ses économies pour acheter un vieux navire, une baleinière, alors avec toute la merveille qui vont avec, lance-harpon explosif et tout le tralala. Et il va aller recruter des scientifiques pour mener son expédition et des marins. Et il va se tourner vers un commandant qui est connu à l'époque, qui s'appelle Carl Anton Larsen, qui lui a déjà navigué dans le secteur de la péninsule antarctique et ils vont passer un deal. Tu m'emmènes en Antarctique, tu me déposes sur une île, je fais mes observations, tu viens me rechercher au bout d'un an, pendant ce temps tu fais ce que tu veux, je ne veux pas le savoir. Le rêve de Larsen, c'est de monter sa compagnie baleinière dans la mer Australe. Voilà. Donc ça match, ça se passe bien. Et ce récit est assez fou, évidemment, il s'intitule 22 mois dans les glaces, vous vous doutez bien que tout ne s'est pas réglé en une année. Il y a eu plein de péripéties et voilà, moi j'en ai écrit une version romancée qui est sortie l'été dernier chez Argile, si vous voulez en savoir plus. Sachez juste que du coup on est dans cette partie-là de l'Antarctique, la péninsule antarctique qui est la zone la plus facile d'accès quand on part globalement quand on navigue. Il y a moins de banquises, c'est plus facile pour y aller. Et un petit exemple, voilà la carte, à gauche c'était avant l'expédition suédoise, à droite c'est après l'expédition suédoise. Il y a eu un travail de cartographie énorme qui a été mené par ces gars-là. On est sur des distances du 300-400 km. C'est dans un univers très très rude et c'est des gars qui se déplaçaient à ski ou alors avec des chiens de traîneau. Donc on est vraiment sur des prouesses humaines avec tout un tas d'autres études scientifiques qui ont été réalisées sur de la météorologie, sur du climat, sur la zoologie. On étudiait tout à l'époque. L'océanographie et aussi la géologie, et ça c'est important parce que les fossiles qui ont été récupérés par Nordenskjöld servent et ont servi au développement du premier modèle de dérive des continents, celui qu'on utilise toujours actuellement. Donc, chapeau les Suédois. Je voulais vous montrer cette petite photo, qui est une des rares photos d'archives qu'on a de cette expédition. Ça semble plutôt cool. Ça, c'est la maison où ils ont hiverné pendant plusieurs mois. En vrai, c'est un coin qui est très difficile d'accès. L'île qui est au fond, j'ai pu m'y rendre, mais on n'a jamais réussi à aller jusqu'ici. Donc c'est vraiment des coins qui sont extrêmes et il fallait vraiment oser affronter 1000 périls pour se rendre dans ces coins-là, surtout à une visée purement scientifique pour Nordenskjöld. Alors, on avance un petit peu dans le temps. L'âge héroïque s'arrête dans les années 1922. On a découvert le pôle Sud, on a fait plein d'expéditions. Les guerres arrivent par chez nous, elles sont là, il y a d'autres préoccupations. Et il ne se passe plus trop de choses pendant cette période-là. Mais pourtant, les expéditions, les récits littéraires, eux, continuent. Voilà la cartographie d'Antarctique qu'on a en 1930. Vous voyez qu'il y a quand même plus de précision. La péninsule est bien distinguée. La région de la Terre Adélie et de là où étaient les expéditions du Mont d'Urville est bien claire. Mais il y a encore beaucoup de traits de côte qui ne sont pas connus. Et demeure aussi une question, l'Antarctique est-il fait de un ou de deux continents? Et ça, on l'ignore toujours à ce moment-là. Mais il y a un autre récit qui va venir, en tout cas qui s'inscrit dans cette période-là. Voilà, c'est évidemment Lovecraft, Les Montagnes hallucinées. Alors on est en 1936, mais l'histoire se passe en 1930. Et si je le mentionne, c'est parce qu'il y a un petit point intéressant que j'ai repéré en lisant Les Montagnes hallucinées. Donc on est sur une expédition scientifique en Antarctique. Il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle Les Montagnes hallucinées. Et à un moment, il y a une communication radio entre une partie de l'équipe qui est allée dans les montagnes et l'autre qui est restée au camp de base. Et ils disent, vous ne pouvez rien imaginer de tel, plus hauts sommets doivent culminer à plus de 10 000 mètres, Everest hors course. Bon, alors Lovecraft, c'est vraiment des trucs impressionnants, c'est très grand, c'est vertigineux et tout. Les montagnes hallucinées, pourtant, elles existent bel et bien. On a une chaîne de montagnes en Antarctique qui sépare l'Antarctique de l'Est de l'Antarctique de l'Ouest. Et cette chaîne de montagnes, en pratique, vous en avez une photo là. C'est des sommets qui sont très hauts. C'est des montagnes, des falaises très raides qui sont surmontées de glaciers qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Donc on est vraiment sur quelque chose voilà, c'est pas le Vercors ni les Vosges. Néanmoins, c'est pas non plus l'Everest. Les sommets culminent à 2000, 3000 mètres. Donc on est malgré tout loin des 10 000 mètres de Lovecraft. Voilà, ça permet de faire une petite correction. Mais néanmoins,
Lovecraft était quand même bien au courant de ce qu'on connaissait à l'époque, il avait une bonne idée de la cartographie, tout comme Jules Verne et comme Dan Simmons avaient eux aussi des très bonnes connaissances scientifiques de la situation à cette époque-là. Alors ensuite, avant de parler de Barjavel, il se passe du temps. Pendant longtemps, il ne va pas y avoir d'expédition, donc je le disais, et finalement c'est à partir des années 60 que vont redémarrer les travaux scientifiques modernes en Antarctique. En 1960, pourquoi? Parce que 1959, c'est la signature du traité sur l'Antarctique. On en reparlera, le traité sur l'Antarctique. En gros, il dédie l'Antarctique à la paix et à la science, et il promeut la collaboration scientifique. Ça a été ratifié par tout un tas de pays. C'est un traité qui est toujours d'actualité et qui est toujours appliqué aujourd'hui avec des protocoles très stricts sur la préservation du continent. Et toujours est-il qu'à cette époque a lieu la première année géophysique internationale, et un des scientifiques qui va participer à ces nombreux raids et ces nombreuses études internationales, c'est un Français qui s'appelle Claude Lorius. Et Claude Lorius, il est célèbre parce qu'il participe à un raid avec les Américains dans les terres Victoria, donc près de là où se trouve la terre Adélie. Et au cours de ce raid, il va prélever des échantillons de glace. Alors la légende dit que Claude Lorius aurait prélevé un petit morceau de glace, l'aurait mis dans son verre de whisky et aurait vu les bulles d'air à l'intérieur se dégazer, et ça lui aurait inspiré plein d'idées. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai connu Claude Lorius, mais pas suffisamment longtemps pour lui poser cette question. Et ce qui est sûr, c'est que en découvrant ces bulles dans la glace, il s'est dit, mais cette glace-là, elle contient la mémoire climatique de notre planète. Cette glace, elle s'est formée il y a peut-être plusieurs millions d'années. Ces bulles d'air, elles ont été emprisonnées, et du coup, elles contiennent l'état de l'atmosphère tel qu'il était à l'époque où elle a été emprisonnée. Et du coup, si on peut creuser dans la glace et retrouver les âges des couches successives de glace, et qu'on peut étudier la composition chimique de ces bulles d'air et de cette glace, eh ben on pourrait retrouver les variations climatiques au fil du temps. Un énorme projet se lance dans les années 70, et avant de continuer sur ce projet, eh ben, il y a quand même juste un récit qui sort là, de Barjavel, qui va quand même faire un tabac. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, moi ce qui m'intéresse c'est le contexte. Barjavel, il nous parle d'une expédition là, qui va retrouver en gros les traces d'une civilisation vieille de 900 000 ans. Et moi quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a fait tiquer. Parce que du coup, 2 ans plus tard, se lance un projet de forage en Antarctique, un projet international celui-là, l'idée étant d'aller chercher la glace la plus vieille au fond des couches de glace. Alors le forage, il va démarrer à Vostok, qui est une station soviétique, puis il sera poursuivi plus tard à Concordia, une station franco-italienne qui n'est pas encore construite en 1970. Et voilà une photo de l'Antarctique de l'Est et de la base de Vostok. Donc c'est quelque chose d'assez austère, encore une fois. On peut s'y rendre 2 mois par an, pendant l'été austral. Et du coup, pendant 30 ans, des scientifiques américains, soviétiques et européens vont collaborer pour faire un forage. Et mètre par mètre, ils vont aller récupérer et extraire des carottes de glace. Vous voyez ces grandes tours, là, il y a une autre photo de Claude Lorius. Et ben, c'est à l'intérieur de ces tours que se trouvent les carottiers qui vont descendre petit à petit et récupérer la glace. C'est un travail titanesque qui va les occuper pendant 30 ans. Et pendant que dans l'hémisphère nord, on menaçait de s'envoyer des bombes, et ben dans le sud, les soviétiques, américains et européens s'entraidaient. De ces travaux va être extrait un graphique que je vous montre là. Et ce graphique, c'est simplement, pour faire simple, la variation de la température à la surface de la Terre depuis 800 000 ans. Alors ce graphique, il met plusieurs choses en évidence, notamment l'existence de ce qu'on soupçonnait déjà bien avant, mais qu'on vérifie là, c'est les fameuses variations, les cycles glaciaires et interglaciaires. Des périodes chaudes d'environ 10 000 ans, entrecoupées de périodes froides qui, elles, vont durer 100 000 ans. C'est notamment le cas sur les derniers 500 000 ans. Avant, le signal est un petit peu moins clair. Mais ces résultats-là, ils ont été confirmés par des prélèvements similaires effectués dans les glaciers alpins et au Groenland. Donc on a vraiment quelque chose de solide. Mais c'est bel et bien en Antarctique qu'on est remonté jusqu'à 800 000 ans. Et c'est marrant de se dire qu'un projet qui a démarré 2 ans après le récit de Barjavel, qui nous parle de 900 000 ans, remonte 30 ans plus tard à une date de 800 000 ans. Alors pour la petite histoire, ce projet a été poursuivi ces dernières années, notamment par des Français pas loin de Concordia, et actuellement on a réussi à remonter à 1,5 million d'années. Donc c'est assez vertigineux, l'idée étant de prouver que ces cycles glaciaires et interglaciaires existent sur Terre depuis à peu près 2 millions d'années, c'est-à-dire le Quaternaire. Alors,
Jusqu'à présent, on parlait des récits passés, on parlait de l'Antarctique passée. C'est des récits qui faisaient la part belle à la découverte, au mystère, au côté merveilleux de l'Antarctique. Il y a d'autres récits qui sortent maintenant, qui parlent du futur de l'Antarctique. Et l'objet de l'Antarctique change considérablement dans ces récits. On passe de l'Antarctique de la découverte, d'un objet d'émerveillement, à un objet de menace ou à un objet d'utilité capitaliste. C'est clairement le cas. Alors j'ai mis 3 récits, il y en a d'autres, hein. Étienne Quinge, Antarctica, c'est vraiment l'utilisation et l'exploitation de l'Antarctique qui est en train de fondre et sous lequel on va récupérer des minéraux, des minerais et tout un tas d'autres choses. Dans La couleur du froid, donc ça c'est mon 3e roman de science-fiction, d'anticipation, il y a ce côté utilisation par le capital, mais il y a aussi un aspect de menace, je le disais, une inquiétude qui vient de phénomènes qui se passent en Antarctique qu'on ne comprend pas trop. Mais celui sur lequel je voulais m'arrêter, c'est sur le ministère du futur, de Kim Stanley Robinson, qui, voilà, on a entendu parler en long, en large et en travers, mais il y a des choses hyper intéressantes. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ce récit, il nous parle de la menace que constitue l'Antarctique, mais pour des questions climatiques. Et il y a un point qui est assez intéressant, c'est que dans le ministère du futur, Kim Stanley Robinson évoque notamment une augmentation du niveau des mers pour un futur proche qui pourrait s'élever à 2, 3, 4 mètres. Alors moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser aussi à quelque chose. Donc, je m'arrête un instant sur cette diapo. Là, quand vous la voyez, il y a un truc qui doit immédiatement vous sauter au visage. C'est le choix des couleurs, évidemment. Quelle idée de mélanger du bleu clair, du bleu foncé et du marron. Bon, alors sachez qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que c'est moi qui l'ai faite. Et la deuxième, c'est que c'était il y a 12 ans. Je rappelle qu'il y a 12 ans, Camailleux existait encore. Néanmoins, ce graphique est exact et il récapitule juste là où on en est, nos connaissances scientifiques. L'Antarctique s'est formé il y a 30 millions d'années par des précipitations de neige sur un socle rocheux. Cette neige se compacte, se transforme en glace et s'écoule sous l'effet de la gravité depuis un dôme jusqu'à l'océan où elle s'évacue par fonte ou par décharge d'iceberg. Sur la partie gauche de l'image, on voit que quand la glace arrive au niveau de l'eau, elle se casse, elle forme directement des icebergs. Sur la partie droite, c'est pas tout à fait pareil. La glace arrive au niveau de l'océan et elle se met à flotter, mais elle reste accrochée au continent. Elle forme ce qu'on appelle des plateformes flottantes. Et il y a un truc intéressant avec ces plateformes flottantes, c'est que vous voyez le dernier petit point où la glace est encore posée avant de former la plateforme. Et bien ce point, on l'appelle la ligne d'échouage. Je ne vous le dis pas uniquement pour que vous puissiez vous la péter à un repas de famille, même si ça sert. Je vous le dis parce que quand cette glace franchit ce point, puisqu'elle se met à flotter, elle contribue à l'augmentation du niveau de la mer. Tout ce qui est à gauche, ça n'a pas contribué. Tout ce qui est à droite, ça a fait monter le niveau de la mer. Et ça, c'est un sujet important pour comprendre ce que dit Kim Stanley Robinson dans son roman. Et pour ça, on va rentrer encore plus dans les détails. Ça, c'est un cas d'étude qui date de 2007. C'est vraiment très récent. En 2007, il y a un chercheur canadien qui bosse à l'université de Vancouver qui s'appelle Christian Schuff. C'est un mathématicien. Alors, les mathématiciens ont leur délire de mathématicien. Lui, il s'est dit, tiens, je vais prendre cette calotte polaire posée sur ce socle rocheux avec cette pente un peu étrange qui s'accroît, qui s'approfondit en allant vers l'intérieur des terres. Et je vais imaginer que l'océan se réchauffe et que la ligne d'échouage, là, qui est au centre de mon écran, va se retrouver un tout petit peu poussée sur la gauche à cause de la fonte de la glace sous-marine. Alors, lui, il a fait ça avec des équations. Je vous passe le contenu de ce qu'il y a dans son papier. C'est 20 pages d'équations comme ça. Et ce qu'il découvre à la fin, c'est que globalement, si on commence à déplacer un peu cette ligne d'échouage vers la gauche de l'image, eh ben, elle va continuer à s'en aller. On ne va rien pouvoir maîtriser et c'est toute la calotte polaire qui va se retirer petit à petit jusqu'à ce que la ligne d'échouage atteigne le bas de la pente. Le bas de la pente n'est même pas représenté sur ma figure. Et ce qui veut dire que toute cette masse de glace qui était posée va se retrouver très rapidement ajoutée à l'océan et va faire augmenter techniquement le niveau de la mer. Alors en découvrant ça, les communautés de modélisateurs, glaciologues, océanographes, tout ça, se sont dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris ce modèle-là, ils l'ont mis dans leur simulation et ils ont remarqué que globalement, bah oui, les modèles confirment la théorie de Christian Schuff. Et donc on s'est dit, bah mince, là il faut qu'on comprenne quelle est la forme du socle rocheux en Antarctique. Parce que ça c'est un socle artificiel, mais il faut qu'on voit ce qu'il en est en vrai.
Et du coup, il y a eu tout un tas d'observations, satellites, aéroportés, in situ. L'image que vous aviez tout à l'heure des montagnes hallucinées, enfin, d'une montagne transantarctique, c'est un avion de la NASA qui était là à la base pour mesurer l'épaisseur de la glace et repérer la forme du socle rocheux sous la calotte. Et il y a quelques mois a été publiée la toute dernière carte du socle rocheux en Antarctique. Donc, mesdames et messieurs, vous prenez l'Antarctique, vous enlevez les 3-4 km d'inland 6 de glace continentale qui est posée sur le socle rocheux, et voilà ce que vous obtenez. C'est-à-dire, finalement, en vert et en marron, les terres qui sont au-dessus du niveau de la mer, en bleu, en blanc, tout ce qui est en dessous du niveau de la mer. Et là, on découvre que toute la partie ouest de l'Antarctique, à gauche de l'image, se retrouve globalement sous le niveau de la mer, et qu'une bonne partie de l'Antarctique de l'Est se retrouve aussi sous le niveau de la mer, et qu'en plus, les vallées dans lesquelles s'écoulent ces glaciers présentent une forme analogue à celle présentée par Christian Schouff. Et donc en fait, on a toute une partie de l'Antarctique qui pourrait être sujet à ce phénomène d'instabilité polaire, d'instabilité des calottes et de désintégration. Alors, le GIEC a travaillé sur ces questions-là. Alors, petit debunk en 10 secondes, le GIEC, ce n'est pas des gars qui sont payés pour faire des rapports, c'est des scientifiques qui travaillent sur leur temps libre, bénévoles, pour faire un résumé de toute la littérature scientifique qui existe sur les questions climatiques. Voilà, ceci étant fait, le GIEC a synthétisé plusieurs scénarios d'évolution du niveau de la mer à l'horizon 2100, qui se situent globalement entre 0,6 m et 0,8 m d'augmentation. C'est une moyenne globale. Mais suite à ces travaux dont je viens de vous parler, il y a une nouvelle courbe qui a été proposée et qui est publiée aussi par le GIEC, qui est celle-ci, avec cette petite phrase « Scénario peu vraisemblable et à fort impact, supposant des processus de déstabilisation des calottes pour le scénario machin ». L'idée, c'est que si cette déstabilisation se met en place, l'augmentation du niveau de la mer pourrait être beaucoup plus rapide que prévu et rejoindre les estimations similaires à celles que propose Kim Stanley Robinson dans le ministère du Futur. Voilà, la boucle est bouclée. Pour autant, c'est marqué scénario peu vraisemblable. Peu vraisemblable, pas parce qu'on n'y croit pas, parce que pour l'instant, il y a 1, 2, 3 études qui montrent des résultats convergents et du coup, il manque encore de la robustesse dans cette conclusion. Néanmoins, il y a énormément de communautés scientifiques au monde. Alors énormément, ça reste le petit monde de la glaciologie. Mais néanmoins, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années pour voir cette tendance-là. On sait que les lignes d'échouage, elles sont en train de basculer dans un régime instable, mais est-ce qu'elles vont continuer, est-ce qu'elles vont s'arrêter? Il y a encore des doutes à ce sujet. Alors je vais terminer là avec les 7-8 minutes qui me restent sur un point important. On est aux utopiales, on parle de technique, on parle de technologie, on parle de climat. Évidemment, le technosolutionnisme, c'était nécessaire que j'en parle. Il y a des choses à dire. Sachez que globalement, alors je ne suis pas expert du technosolutionnisme, j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai lu les rapports du Haut Conseil pour le climat. Globalement, les technologies sont séparées en deux aspects. Il y a tout ce qui est capture et stockage du carbone, que ce soit à la sortie des usines, à la sortie des industries ou directement dans l'air, comme c'est illustré sur ce petit schéma greenwashing d'Airbus. L'autre, c'est la gestion du rayonnement solaire, c'est-à-dire en gros filtrer, empêcher, réfléchir le rayon, la lumière et la chaleur qui vient directement du soleil. Le traitement n'est pas le même pour le GIEC. La capture et du stockage du carbone, le problème c'est que pour l'instant, on ne sait pas vraiment faire. Il y a des prototypes. Le truc, c'est que ces usines, elles sont excessivement chères. La production, le coût d'énergie pour faire tourner ces trucs-là et capturer du carbone est vraiment cher. Finalement, ça a une rentabilité que de 30%. Donc on capture très peu de carbone par rapport à ce qu'on émet pour le faire fonctionner. Et en plus, se pose toute la question de ce qui est résumé en un petit dessin tout simple, le transport et le stockage. Parce que là, c'est bien joli, on prend un gros tuyau, on met tout dans le sol. En vrai, on ne connaît aucune entreprise qui accepte de le faire, qui veut le faire et qui peut le faire. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Néanmoins, le GIEC ne l'exclut pas totalement et ils disent que le stockage du carbone peut venir en complément à des solutions visant déjà la sobriété. Et donc, je le rappelle, la seule vraie solution pour nous sortir de cette affaire, c'est la sobriété. C'est arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Néanmoins, je rajoute quand même un point sur la gestion du rayonnement solaire parce que c'est véritablement inquiétant ce qui est en train de se passer. La photo que j'ai affichée ici, c'est une start-up américaine qui s'appelle makesunset.org. Vous pouvez aller voir sur leur site. Et si vous avez des scrupules ou des doutes, vous pouvez aussi les payer
pour que ces deux entrepreneurs envoient dans l'espace des petites capsules avec du dioxyde de soufre à l'intérieur. Et ils ont tout prévu pour que ça pète dans la stratosphère, que ça forme des petits nuages qui vont réfléchir les rayons du soleil. Alors, tous les arguments sont bons pour faire fonctionner ça. Je ne vais pas les passer parce qu'on y passerait des heures. Mais sachez qu'il n'y a aucun consensus scientifique sur cette question-là. Ce n'est pas assez étudié. On ne connaît pas les conséquences de la modification atmosphérique. Ça peut avoir des effets en cascade qui sont évidemment hyper importants et pas du tout maîtrisés. Et le problème, c'est que voilà, vous pouvez monter une start-up et faire ça, et personne ne va vous en empêcher. Alors, je termine sur ces petits exemples où là, on est vraiment dans le côté le plus dystopique. Kim Stanley Robinson en parle, donc la géo-ingénierie polaire. Il y a plein d'idées qui ont été proposées par des petits génies, enfin pas du tout des génies. Je vous en donne 3. Les rideaux océaniques, donc première aberration. L'idée, vous vous souvenez du dessin de Christian Schouff, de cette eau chaude qui arrive sous les calottes polaires. L'idée, c'est de tendre un rideau en dessous, sous les plateformes flottantes, là, tranquille, pour éviter l'eau chaude d'arriver jusqu'à la glace. Alors, c'est, je rappelle, des coins où on peut accéder 2 mois par an. Pour le reste, il y a de la banquise. Il faut naviguer plusieurs centaines de kilomètres parfois sous la glace, par 300 mètres de fond, dans une eau à moins 2 degrés, pour aller faire des fondations et accrocher des rideaux. Voilà, on se rend vite compte que c'est cher, c'est inaccessible, sans même compter les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'océan et sur la faune locale. Deuxième exemple, diminution de la friction du lit rocheux. Alors ça, j'en ai pas trop parlé, mais sachez que ces calottes polaires, il y a un réseau hydrologique à l'intérieur. L'eau, elle s'écoule, elle tombe, elle se met au niveau du socle rocheux et elle lubrifie le socle rocheux. Ce qui fait que les calottes polaires glissent en quelque sorte sur ce socle rocheux. C'est un processus naturel, c'est un processus qui amène le fonctionnement actuel des calottes polaires, donc sans dire que c'est favorable ou défavorable, c'est comme ça parce que la mécanique est telle. Et il y a du coup des idées d'aller récupérer, pomper cette eau pour éviter qu'elle ne fasse glisser la calotte polaire. Là où ça coince, c'est que vous avez vu la complexité d'un forage en Antarctique. On a mis 30 ans pour faire le premier forage. On l'a fait à un endroit où l'écoulement de la glace est vertical. Donc c'est facile. Si vous le faites sur les bords, là où ça nous intéresse, la glace, elle se déforme. Donc vous commencez votre trou de forage, vous revenez l'année d'après, le trou de forage, il s'est déformé et il faut recommencer. Ça voudrait dire qu'en une saison d'été, il faudrait forer plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres, peut-être si on est sur le bord, jusqu'au fond, purger un lac qui peut être gigantesque, ça peut être plusieurs dizaines de kilomètres, ces lacs souterrains, gérer l'eau, gérer la pollution. Voilà, donc tout ça, c'est évidemment un truc où on n'a pas du tout les moyens techniques pour le faire actuellement, et c'est vraiment, encore une fois, une fausse bonne idée. Et le dernier, parce que c'est peut-être celui qui est le plus engagé et qui est le plus débile en même temps, c'est le processus de régénération de la banquise. C'est notamment le cas en Arctique. En gros, il y a une start-up aussi, néerlandaise, je crois, qui s'appelle Arctic Reflection, qui propose de creuser dans la banquise, de mettre une pompe. Alors, ce n'est pas une pompe Gardena, c'est un truc qui fait 6 mètres cubes, qui vient récupérer l'eau sous la glace et la projeter à la surface de la banquise. L'idée, la théorie, c'est que la banquise, elle se forme par le contact avec l'atmosphère, qui est la plus froide. Donc, une fois que la première couche de glace s'est créée, c'est plus difficile, naturellement, de former de la banquise en profondeur parce qu'elle est isolée par la couche de banquise qu'il y a au-dessus. Donc, l'idée, là, c'est de pomper l'eau et de tout remettre sur le dessus. Alors, ils ont fait un proto qui fonctionne bien. Donc, ils ont réussi à épaissir la banquise de 30 à 70 cm, ce qui n'est pas négligeable, sur 20 mètres carrés. Là, se pose la question du passage à l'échelle. L'entreprise a déclaré qu'il faudrait environ 100 millions de pompes pour couvrir la surface de l'Arctique qui mesure 14 millions de kilomètres carrés. Le problème, c'est qu'ils concèdent eux-mêmes que c'est chaud. Du coup, leur idée, c'est de dire on peut faire à peu près 1 million de pompes par an, ce qui est déjà gigantesque. 1 million de pompes par an, ça fait 10 millions en 10 ans. Les experts du GIEC, les experts de la banquise, nous disent que d'ici 10 ans, il n'y aura plus de banquise dans l'Arctique. Voilà, donc le calcul est vite fait. Et ça ne prend pas en compte la gestion de maintenance des équipements et il faut potentiellement tout ce qui tombe parce que la glace, elle fond et puis votre pompe, elle finit dans l'eau. Voilà. Donc c'était un petit exemple de la situation des idées technosolutionnistes qui sont en Antarctique.
en milieu polaire. Évidemment, c'est des trucs qui ne fonctionnent pas. Les articles scientifiques des experts démontrent clairement ces stratégies et qu'en fait, la seule solution qui fonctionnera, ce sera la sobriété, encore une fois. Et du coup, je voulais terminer sur cette diapo, sur le traité sur l'Antarctique. J'en ai parlé très brièvement. J'ai rappelé que c'était un traité qui visait à protéger l'Antarctique, l'utiliser uniquement à des fins pacifiques, dans un but de collaboration scientifique. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est aussi un traité qui gèle les revendications territoriales. C'est-à-dire que la France, qui a revendiqué la terre Adélie, pour l'instant, tout ça, ça vaut rien, parce que le traité est passé par là. Tout comme un pays n'a pas le droit de revendiquer de nouvelles terres tant que le traité existe. Ce traité n'a pas de date de fin. Et pour l'instant, il fonctionne. Il a été signé par 160, 180, je ne sais plus, pays. Et c'est un truc qui tient. Tous les ans, il y a des réunions. Tous les ans, il s'assure que ça régule autant que possible le tourisme, la pêche, l'exploitation. Donc tout ça, c'est interdit. Enfin, l'exploitation est interdite, la pêche aussi, mais il y a d'autres problèmes qui se posent. Quoi qu'il en soit, ce traité, il est là, il fonctionne. Et il faut tout faire pour qu'il continue à fonctionner. Et pour terminer, du coup, je voulais simplement rappeler que tous les récits qu'on a pu voir, tous les auteurs, autrices qui ont travaillé sur des récits imaginaires ou non liés à l'Antarctique, se sont quand même toujours documentés sur la situation scientifique. Ce n'est pas des récits qui sortent de nulle part. Et que cette science, qui est si bien mise en valeur dans ce festival des Utopiales, elle est attaquée de toutes parts, en particulier par l'extrême droite, par la droite aussi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et je m'appuierai en conclusion sur cette petite phrase qui nous dit que la science se moque de nos opinions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et on a du temps pour des questions. Je vois sur mon compteur qu'il reste 12 minutes et 46 secondes. Si jamais vous avez des questions à poser. Oui, il y a quelques questions par devant. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène. Oui, il y a un micro qui arrive. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous savez s'il y a des sortes d'amendes graduées par rapport à des non-respects de choses qui auraient été légiférées, voilà, des systèmes d'amendes, éventuellement avec des produits en croix, des pourcentages? Alors, est-ce qu'il y a des amendes Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des conséquences très pratiques pour des navires. Alors, c'est des choses qui vont se poser, notamment à la pêche, c'est difficile à estimer pour la bonne raison que en fait, les navires de pêche sont suivis grâce à des balises, ce qu'on appelle les AIS, donc des balises satellites. Et en fait, il y a une technique simple pour les commandants des navires qui consiste à désactiver la balise satellite au moment où ils commencent leurs activités illicites. Donc, c'est très compliqué de les suivre. Pour ce qui est d'autres aspects, le tourisme, par exemple, le tourisme est très régulé, même s'il est en augmentation exponentielle. Il se heurte à des quotas. Et quand il y a des non-respects de certains protocoles qui sont très stricts quand même en Antarctique, il y a des conséquences. Il y a un système d'observateurs internationaux qui se pointent parfois sur des navires de tourisme et qui s'assurent que les clauses, tous les articles relatifs au protocole et au traité de l'Antarctique sont respectés. Et il y a aussi un intérêt pour certaines îles subantarctiques. Je pense notamment à la Géorgie du Sud, qui est un territoire britannique techniquement, où en fait là, le gouverneur de Géorgie du Sud peut décider, et il le fait très régulièrement, d'interdire à un navire l'accès à son territoire si jamais ce navire n'a pas respecté les contraintes précédentes. C'est quelque chose qui fonctionne pour l'instant, mais on arrive, comme je disais tout à l'heure, à un point un petit peu de rupture parce qu'il commence à y avoir une pression très très forte sur l'Antarctique. Alors, on a vu que tout ce qui était forage, tout ce qui était exploitation des ressources souterraines, c'est encore très compliqué parce que les technologies, pour l'instant, ne sont pas encore au point. Il y a eu des essais de forage en Alaska, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des choses, qu'il y a des sujets sensibles là-dessus. Pour l'instant, ça tient. Il y a des amendes indirectes, on va dire, des interdictions d'accéder, des choses comme ça.
Mais pour le reste, je ne saurais pas répondre. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation, c'était super intéressant et ça nous éclaire sur un continent que peu de monde habite, j'imagine. Et du coup, ma question partait sur ça. J'ai l'impression que dans la présentation, tu parlais à un moment du fait qu'on pouvait forer que pendant 2 mois dans l'année, si j'ai bien compris, parce que les conditions, j'imagine, sont trop rudes. Est-ce que c'est le cas encore maintenant? Est-ce que encore maintenant, il n'y a que 2 mois dans l'année où on peut y aller et faire des recherches, ou est-ce que des gens y sont à l'année et ça se poursuit au cours de l'année, quoi? Alors, il y a des gens qui y sont à l'année. Il y a une bonne vingtaine de stations, hein, au moins, vraiment sur le continent, sur l'île Nancy, de tous les pays. Et c'est des stations qui sont occupées pendant l'hiver. Il y a des groupes d'une vingtaine, d'une trentaine d'hivernants qui sont là. Le problème, c'est qu'ils sont en totale autonomie, pour la bonne raison que en hiver, alors déjà, il y a la nuit polaire, ce qui rend compliqué n'importe quelle opération en extérieur. En plus de ça, il fait très très froid. Et il y a cette banquise qui s'installe tout autour du continent, qui rend l'accès très difficile. Les navires, les brise-glaces eux-mêmes n'y vont pas spécialement. Pour donner l'exemple de la France, on a 2 stations en Antarctique, on a Dumont-d'Urville sur la côte, on a Concordia à l'intérieur des terres. La base Concordia n'est ravitaillée que 4 fois dans l'année, entre fin novembre et début février. Tu vois. Et en gros, pour y aller, il faut un navire, puis il faut des hélicoptères, puis il faut des espèces de caterpillars, des engins de chantier qui font des raids pendant une semaine pour atteindre Concordia. En hiver, ça devient complètement impossible pour la bonne raison qu'il y a une grande longueur de banquise et qu'en fait, même les hélicoptères volent au-delà de leur réserve. Je ne sais plus exactement, mais genre, mettons, ils ont le droit de voler pour 300 km de distance. Et ben, il faudrait plus que ça. Donc l'accès devient quasi impossible, ce qui fait que ces campagnes, elles n'ont lieu, ces campagnes qui requièrent beaucoup de moyens, des grosses installations et beaucoup de moyens humains aussi, ne peuvent avoir lieu que quand le continent est facilement accessible, entre guillemets. Alors maintenant, on a des méthodes qui sont plus rapides pour aller forer. Pour autant, on a quand même besoin de plusieurs années si on veut atteindre des profondeurs importantes. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, je vois une question, je vois 2 questions. Bonjour. Oui, j'avais une question moi, sur la fonte de la banquise. Oui. Je vais me lever. J'avais une question en fait sur la poussée Archimède par rapport à Islandis. En fait, le continent, il s'enfonce dans la mer lié à la couche de glace glaciaire qui est très importante. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il y a un phénomène de neutralisation qui fait que quand la banquise, l'Islandis fond, le continent remonte. Mais ce phénomène de neutralisation, à un moment, va s'arrêter. Et est-ce qu'aujourd'hui, on sait le calculer? C'est-à-dire à quel moment le continent va arrêter de remonter et la poussée d'Archimède va s'arrêter? Exactement dans les détails, je ne saurais pas répondre parce que là, c'est plus mon domaine. Par contre, en revanche, il y a une question d'échelle, c'est-à-dire que la remontée, le rebond isostatique du socle rocheux, qui est écrasé par le poids de la glace, hein, c'est ça l'idée. Ce rebond, il se fait sur des temps qui sont beaucoup plus longs que la fonte actuelle qu'on observe, que le rythme actuel de fonte. Alors l'Antarctique, pour l'instant, est encore assez protégé. Donc sa fonte est limitée d'une certaine manière. En Arctique, par contre, au Groenland, là, on voit une fonte qui est très rapide. On est sur des ordres de grandeur de 250 ou 300 gigatonnes par an, ce qui veut dire globalement 2 à 3 piscines olympiques chaque seconde. Et ça, du coup, ça va plus vite que le rebond isostatique en lui-même. On le voit notamment sur les pays nordiques, où on a encore maintenant le socle rocheux qui continue à monter, là où il y avait l'ancienne calotte du Laurentide. Et en fait, ce socle rocheux continue à monter, et ça fait 10 000 ans qu'il y a eu une déglaciation. Donc, pour être vraiment rentré dans les détails, il faudrait faire appel à un vrai expert du sujet. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je peux te dire de mes connaissances. Oui. Rebonjour. Du coup, c'était juste pour savoir comment vous mesurez les températures juste à partir des bulles dans la glace. Bonne question. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails. C'est ce qu'on appelle le thermomètre isotopique. C'est ça le terme officiel. L'idée, c'est d'étudier les ratios des différents isotopes de l'oxygène dans la glace
de l'hydrogène, pardon. Mais enfin, il y a aussi des études avec l'oxygène. Mais en fait, en fonction de la température de l'atmosphère au moment où les grains de neige se forment, il va y avoir une teneur différente en isotopes. Il y a des petites variations entre la composition de certaines molécules. Et en gros, en voyant le ratio entre ces molécules, on peut dire s'il faisait plutôt chaud, s'il faisait plutôt froid, et du coup estimer cette courbe de température. C'est des ingénieurs chimistes ou des glaciologues qui ont bossé sur le domaine vraiment du thermomètre isotopique qui pourrait répondre avec pertinence. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est ça le fonctionnement. On regarde simplement les ratios entre ces isotopes. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. J'ai une question au sujet... Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui dit que la fonte des glaces, c'est super parce que ça permettra d'aller plus vite avec les bateaux et du coup d'aller plus vite pour le commerce international? J'ai vu passer un truc comme ça récemment, notamment au sujet du passage du Nord-Ouest, du passage du Nord-Est aussi, qu'on a évoqué là dans la présentation. Ce qui était mis en avant, c'est que ça va plus vite, mais du coup, c'est aussi moins de distance, et du coup, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre pour les navires qui passent par là, plutôt que par des trajets plus longs. Et ben moi, je répondrais que c'est juste une fuite en avant, où tout argument est bon pour continuer à produire de plus en plus, à consommer de plus en plus, et que globalement, les pertes attendues suite au changement climatique sont beaucoup plus importantes que tous les petits gains locaux ponctuels qu'on pourrait espérer de tels événements. La disparition de la banquise en Arctique, parce que c'est de ça dont on parle, ça a plusieurs conséquences. Ça va mettre un coup terrible à toute la biologie locale, parce que l'Antarctique, la banquise, c'est là où se forme le phytoplancton, donc c'est là où vient le zooplancton, donc c'est là où viennent les poissons, les phoques, les baleines et tout le tralala. Donc en fait, on a toute la base de la chaîne trophique qui se retrouve ici, amoindrie, affaiblie par la disparition de la banquise. Mais la banquise, c'est aussi un régulateur, c'est un climatiseur globalement. En fait, cette banquise, elle est blanche. Donc comme elle est blanche, elle va renvoyer dans l'espace une grande partie des rayons lumineux du Soleil. Et donc finalement, c'est un des meilleurs moyens pour refroidir la surface de la Terre. Et c'est ça qui génère finalement toute la circulation atmosphérique qu'on a aussi au-dessus des pôles et qui nous amène notre climat à nous aussi. Ça, on voit que c'est en train de disparaître. Et en dernier élément de réponse au sujet de cette banquise, c'est que pour se former, cette banquise, l'eau de mer doit se dessaler. Et donc la banquise qui se forme va expulser une solution de saumure très concentrée, et cette eau froide et très salée, elle va couler. En coulant, elle va emporter avec elle tout le courant océanique, et en gros, elle constitue une des pompes de la circulation thermohaline, donc de la circulation océanique tout autour du monde. Et du coup, en faisant disparaître cette banquise, on supprime cette pompe et on modifie toute la répartition de la chaleur au niveau de la Terre. Et ça a des conséquences désastreuses. On observe actuellement, quand on parle du peut-être que vous avez vu le jour d'après. Voilà. Et le postulat, c'est un peu ça l'idée, c'est que globalement, on a des perturbations en Arctique et que ça modifie tout et que ça crée une ère glaciaire en Amérique du Nord. Pas tout à fait ça. Mais dans l'idée, c'est que ça changerait énormément le climat, notamment en Europe, un peu partout dans le monde, mais évidemment dans un sens très mauvais qui serait nocif pour tous les humains, pour toute l'agriculture mondiale et toutes ces choses-là. Donc et qui aurait des conséquences pendant des milliers d'années. Donc en fait, toutes ces idées-là, c'est que, pour moi, c'est comme le technosolutionnisme, c'est qu'un petit gain de temps pour continuer à faire perdurer un système qui est à bout de souffle, quoi. Merci. Je crois il me reste 36 secondes, donc je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup et puis bonnes utopiales. Are you awake or not?